Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir donc, le point reçoit l'administrateur général du FONGIP. Le mécanisme, vous le savez, est connu pour être un levier capital de création d'emplois au Sénégal à côté du FONSIS et de la BNDE. Avec lui donc ce soir, c'est la question du bilan de 5 ans d'activité coïncidant avec la fin de la phase 1 du plan Sénégal émergent. Bilan mais aussi perspective à l'orée de cette deuxième phase qui s'ouvre. Doudouka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Faye. J'ai le plaisir d'être ici à vos côtés pour partager le bilan du FONGIP de cette première phase du plan Sénégal émergent. Merci. Avec vos téléspectateurs. Oui, vous êtes administrateur du FONGIP, également vous êtes cadre casamancé, vous êtes de la Casamance, vous êtes témoin de ce qui s'est passé en Gambie. Vous y étiez? Oui, j'y étais d'abord parce que je suis, comme vous l'avez dit, fils de la Casamance. J'y étais parce qu'également je suis, comme vous le savez, ingénieur des ponts et chaussées. Et ce bel ouvrage, ça ne nous laisse pas indifférents. J'y étais également parce que je suis le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au sein du conseil d'administration de l'AGEROUTE, une agence qui a beaucoup contribué aussi à l'appui des autorités gambiennes pour la réalisation de ce bel ouvrage. C'est donc à plusieurs titres que vous y étiez. Oui. Écoutez, nous allons retourner à Farafenni pour voir ce qui s'est passé avec le chef d'État. C'est à Kër Aïb que les deux chefs d'État se sont rencontrés. Très content de retrouver son frère, le président Adama Barrow souhaite une chaleureuse bienvenue au président Macky Sall. Ensemble, dans un cortège commun, les deux chefs d'État passent devant des populations qui marquent leur adhésion à cet élan unitaire. C'est un moment que l'histoire retiendra. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont le mérite d'avoir marqué cette étape importante dans la marche de la Sénégambie. En même temps qu'il va désenclaver le sud du Sénégal, le pont sur le fleuve Gambie renforce les liens séculaires entre les deux peuples frères. De quoi réjouir les populations mobilisées exceptionnellement pour la circonstance. C'est le cas de ces fils de la Casamance venus en grand nombre à la rencontre des deux présidents ici, à l'autre rive du fleuve Gambie. Doudouka, vous avez vu ce qui s'est passé à Farafenni avec le chef de l'État. Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous représentez le président au sein de l'AGEROUTE, mais vous êtes cadre Casamance, fils de la Casamance. Quel est le sentiment que vous avez eu au moment où le ruban a été coupé? Un sentiment d'abord de fierté. Ça a été un moment historique. Historique pour le Sénégal, historique pour la Casamance et pour la Gambie, mais aussi historique pour l'Afrique. C'est une performance inédite réalisée par deux leaders, chefs d'État, le président Macky Sall et le président Barrow. Performance d'autant plus remarquable que les premières études de M. Faye, les premières études techniques finalisées de ce pont datent de la période de la Confédération du Mali. Confédération du Mali. Ça veut dire que ça a vu passer plusieurs générations. Ça a vu passer plusieurs générations avec plusieurs promesses de plusieurs présidents de part et d'autre. Et c'est une prouesse qui a été réalisée par le président Macky Sall et son homologue Adama Barrow. Le président de la République Macky Sall a souvent dit que la Casamance était au cœur de son plan Sénégal émergent. Il l'a démontré depuis 2012 par les
réalisations qu'il a effectuées en Casamance, surtout le désenclavement de la Casamance, désenclavement aérien, désenclavement maritime, les différentes boucles du Boudié, boucle du Boulouf, boucle de Kalounaï qui va démarrer, pont de Marsassoum, tous les ponts de Katakalous, mais également ce pont constitue un élément capital, un pacte. Un pacte qu'il vient de sceller, en tout cas avec la population de la Casamance. Et je crois que cela restera de marbre dans l'esprit des Casamancés, mais aussi dans l'esprit des Africains, puisqu'ils ont su démontrer qu'avec une ambition, déterminée par une ambition déterminée, une ambition réalisée pour transformer radicalement la vie des populations et de la Casamance, de la Gambie et du Sénégal. Et ce pont vient à son heure pour accompagner ce processus de plan Sénégal émergent. Et je le dis souvent que le Sénégal ne peut pas se émerger sans la Casamance. Et le président de la République aujourd'hui a révolutionné un peu le transport en Casamance, en tout cas. L'autre le disait, Casamance sans escale. Sans escale. Et le disait. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui la qualité de ces infrastructures. On change complètement d'échelle, de paradigme et d'échelle. Je le dis, je suis, comme vous le savez, du métier. Cause, hein, oui. Je suis du métier. Quand j'avais piloté la conception de l'autoroute à péage et de l'aéroport en 2002 au sein de l'APIX, on disait souvent que c'était des grands projets que le Sénégal ne pouvait pas les réaliser. Ces projets sont là. Aujourd'hui, le président de la République a changé complètement d'échelle. On parlait d'un projet, on parlait d'une autoroute de 30 km entre Dakar et Diamniadio. Aujourd'hui, en 7 ans, nous sommes à plus de 185 km d'autoroute. On parlait de trains à écartement standard. Oui. Aujourd'hui, on est en TR. On parlait de ponts dans des linéaires ne dépassant pas 100 mètres. Aujourd'hui, nous sommes à des ponts de plus d'1 kilomètre. Pont de Foundiougne, pont de la Sénégambie, pour ne citer que cela. Donc, on a changé d'échelle. Le président de la République a changé d'échelle en matière d'infrastructure. Qui vient du fait que le benchmarking, quand on regarde à travers le monde, dans tous les pays émergents, dans tous les pays en tout cas qui ont pu se développer, aucun pays ne l'a réussi sans avoir un programme assez important porté par un leadership d'un président sur la question des infrastructures. Oui. L'autre disait, on avait fait des études pour regarder qu'est-ce qu'il nous faisait en investissement dans les infrastructures pour rattraper le gap, le retard. C'est tout le budget, vous imaginez, tout le budget du Sénégal, 3 000 milliards, investi uniquement dans les infrastructures pendant 10 ans pour rattraper le gap. Donc vous voyez l'importance. Donc c'est pour cela je voudrais féliciter le président de la République pour les nombreux efforts réalisés dans ce domaine des infrastructures, parce que le Sénégal ne peut pas se développer sans infrastructures et sans des infrastructures de qualité. Et c'est très important. La qualité, parce qu'on a l'habitude au Sénégal, dans un passé récent, d'avoir des infrastructures qui ne duraient pas. On a vu des routes qui sont abîmées au bout de 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, est-ce que ce que vous avez vu vous conforte dans le sentiment que c'est des infrastructures qui sont inscrites dans la durée? Bon, moi, j'ai le privilège de ne pas seulement voir. Donc, je représente le président au sein de l'agence qui est en charge, en tout cas, des grands projets d'autoroute et des grands ouvrages d'art. C'est un changement d'échelle. C'est un pari sur la qualité. Et la qualité a un coût.
Et c'est très important, puisqu'il y a un débat un peu malsain sur le coût, alors que je vous donne un exemple sur une autoroute. Savez-vous que les coûts d'exploitation et de maintenance d'une autoroute, dans une phase de concession, d'une phase qui peut aller de 20 à, on va dire, de 30 ans, peut être, si l'autoroute n'est pas bien construite, si la qualité de l'infrastructure peut être 2 fois plus chère que l'investissement initial. Donc, c'est ça qui est le benchmarking dans le monde. Donc, d'où l'importance de faire une autoroute de qualité, des infrastructures de qualité, que ce soit le terre, que ce soit les stades qui sont en train d'être construits. Le coût d'exploitation est un élément majeur de prise de décision. Et souvent, les politiques veulent l'oublier ou bien veulent faire croire que c'est des coûts, mais c'est un pari. C'est un pari pour justement mutualiser, rationaliser les coûts globaux de chaque infrastructure. D'accord. Et si on revient à la Casamance, vous avez eu des mots très jolis à l'égard de cet acte-là. Vous dites que c'est un pacte qui est scellé dans le marbre de l'histoire de cette région. Donc on dit que c'est maintenant la Casamance sans escale. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est ici dans la continuité de ce qu'il a entamé depuis 2012 pour complètement renforcer l'ancrage de la Casamance dans le Sénégal? Parce qu'ici, c'est le principe de la continuité territoriale qui est fixé. Oui, le président l'a dit, c'est dans son programme, même avant renforcer dans le plan Sénégal émergent. Il voulait d'abord lutter contre les disparités en matière d'investissement dans les différentes régions. Il voulait aussi rééquilibrer en tout cas les investissements dans les régions nord, est et sud, désenclaver complètement la Casamance. Ce projet vient un peu renforcer et montrer l'ambition du président de la République. Ce que je peux retenir, c'est cette ambition. C'est-à-dire, aujourd'hui, jeunes Africains, pour nous, jeunes Africains, c'est des sources de motivation pour nous dire que tout le développement est possible. Et moi, je vais faire une digression sur une confidence avec le président de la République. Avant qu'il soit président de la République, en 2011, il a sollicité mes services. On lui avait demandé avec des amis si vous croyez au développement. Il n'était pas encore président de la République. Parce qu'on lui a dit, nous, on est prêt à venir faire le saut de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet, de vous accompagner en politique, si vous croyez réellement au développement du Sénégal et de l'Afrique. Il nous avait convaincus. Et il nous a d'autant plus convaincus aujourd'hui avec la réalisation de ces infrastructures, avec la mise en place d'instruments capitaux qui sont les bases de ce développement de notre pays et de son leadership également en Afrique. D'accord. Parmi ces instruments que vous évoquez, il y a justement le FONGIP, à la tête duquel vous présidez depuis 5 ans. 5 ans après que ce fonds a été porté sur les fonds baptismaux, quel est le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui de vos activités? Merci. D'abord, revenir un peu, si vous le permettez, au contexte qui a prévalu, qui a présidé à la mise en place de ce fonds. Le fonds, comme vous l'avez dit, le fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, cherche à faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises à des coûts raisonnables. Oui, donc, c'est ce qui me permet de venir au contexte. Au Sénégal, le tissu économique est composé à 99% de petites et moyennes entreprises. Ces 99% ne captent que 15% des concours bancaires. Une étude récente de la BCEAO l'a confirmé et a déterminé un gap de financement annuel de 516 milliards non couverts
par les banques pour ces petites et moyennes entreprises. C'est des exclus du système. Des exclus du système. Les obstacles, cette étude a identifié un certain nombre d'obstacles liés à la faiblesse de la qualité de l'information, la faiblesse des fonds propres, la faiblesse de la gestion, des systèmes de gestion, le taux élevé de sinistralité, mais également, surtout également, le défaut de garantie. Donc, ce qui avait amené le président de la République à mettre en place un dispositif d'accompagnement pour être un levier public de financement des petites et moyennes entreprises. Et dans ce dispositif, on peut citer le fonds de garantie des investissements prioritaires que je dirige, le fonds 6, qui est le fonds stratégique d'investissement, mais également, il a consolidé également la mutation de l'ancien FPE à une banque nationale de développement économique. La BNDE. Et récemment également, dans ce cadre de dispositif, il a achevé la réforme au niveau de la Caisse de dépôt et consignation pour avoir un dispositif cohérent capable de répondre à ce besoin du marché. Donc le FONGIP, dans ce dispositif, a comme mission principale d'apporter des garanties aux petites et moyennes entreprises. Les banques ont dit que plus de 69% des causes de rejet des dossiers des PME sont dus à un manque de garantie. Donc cela veut dire qu'en apportant la garantie, les dossiers de ces PME peuvent être financés par les banques. Donc le FONGIP a été créé, a mis en place un modèle second rang, dans le sens à ce que le FONGIP ne finance pas directement, puisque le FONGIP, je vous le dis, c'est un dispositif de levier, qui est un levier de financement. Donc les établissements bancaires sont en front, et le FONGIP vient garantir, couvrir, partager le risque avec ces institutions bancaires. En quoi faisant en apportant une garantie partielle. Vous demandez un financement de 100 millions. Le FONGIP vient vous apporter une garantie de 70%, c'est-à-dire 70 000 millions. Et le reste, la banque et le promoteur le prennent en charge, en tout cas le couvrent. Donc cela a été aussi des enseignements du passé. Puisqu'il y avait existé des fonds similaires, même des lignes de financement qui s'apparentent à des lignes de garantie, mais qui avaient comme modèle une garantie totale, 100%, et qui permettait aux banques d'un peu de nettoyer leur mauvais crédit et qui n'apportait pas l'effet levier souhaité. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ce modèle avec des sous-fonds spécifiques, un sous-fonds dédié au développement des PME, sous-fonds de garantie, donc garantie pour les PME, un autre sous-fonds de garantie dédié à l'accès aux logements sociaux et économiques pour les Sénégalais. Tantôt, je disais que 99% de notre tissu économique était composé de PME. Dans ces 99%, 97% sont dans l'économie informelle, sont informels. Donc cela veut dire que ces Sénégalais, ne peuvent pas, même au-delà de la formalisation, ne peuvent pas accéder pratiquement à des crédits long terme pour acquérir leur logement. Aujourd'hui, nous avons mis en place un fonds de garantie habitat solidaire avec la BHS et le ministère en charge de l'habitat pour prendre en charge pour que ces mécaniciens, ces coiffeurs, ces porteurs de projets, Sénégalais moyens puissent accéder au logement avec un crédit d'une durée de 20 et de 25 ans. Nous avons mis en place également un sous-fonds de garantie dédié à l'industrie. Comme vous le savez, d'ailleurs, le président de la République, dans son programme 2019-2024, a beaucoup insisté sur l'industrialisation.
Et nous avons déjà entamé, en tout cas, cette ambition en mettant en place un sous-fonds de garantie pour financer les petites et moyennes industries, surtout nos industries agroalimentaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer qu'une trentaine d'industries de transformation ont été mises en place au Sénégal. Nous avons également mis en place, durant ces 5 ans, vous me permettrez, parce que c'est quand même 5 ans d'activité, nous avons mis en place un sous-fonds de garantie pour les investissements productifs dans les villes, Fogaville, qui accompagne un peu l'acte 3 de la décentralisation, puisque souvent on disait qu'il n'y avait pas de transfert des ressources. Et donc nous avons mis en place un levier permettant d'accompagner ces collectivités territoriales dans le financement de leur activité. Nous avons également mis en place un fonds de garantie pour les investissements de la diaspora, avec déjà 4 milliards de projets financés, c'est-à-dire les Sénégalais de la diaspora, qui souhaitent accompagner le plan Sénégal émergent dans des secteurs porteurs. Nous les avons accompagnés avec ce sous-fonds de garantie, avec une ingénierie dans l'abondement des ressources, puisque les Sénégalais de la diaspora, c'est eux-mêmes qui contribuent un peu au développement et à l'abondement de ce fonds par des participations. Donc nous avons, enfin, pour les fonds les plus importants, mis en place un fonds de refinancement au secteur de la microfinance, parce que c'est aussi, nous voulons en même temps jouer un effet de levier au niveau des établissements bancaires, mais aussi un effet de levier avec les institutions de microfinance en leur apportant une garantie et des ressources à des coûts moins élevés pour avoir une bonification au niveau des taux d'intérêt. Tous ces produits financiers, ces produits de garantie, nous ont permis aujourd'hui de mobiliser en 5 ans d'activité 50,2 milliards de financement bancaire en faveur de 4003 PME, TPE et GIE. Ça nous a également permis de créer directement plus de 39 998 emplois et nous avons pu couvrir 41 des 45 départements que compte le pays. Et nous avons été surtout satisfaits par l'adhésion que l'écosystème bancaire a sur ce dispositif de garantie, puisque nous travaillons de part et d'autre. Voilà, nous travaillons avec 16 banques de la place. Donc déjà, c'est 16 banques de la place qui nous ont permis de mobiliser 50 milliards. Et nous travaillons avec 37 institutions de microfinance avec un effet levier de 3. Cela veut dire que ces 50 milliards, nous les avons mobilisés avec presque moins de 15 milliards de fonds publics. Donc, d'investissement. Donc, vous revendiquez aujourd'hui votre part dans la création d'emplois. Le chef de l'État avait parlé de plusieurs milliers d'emplois en 2012. Aujourd'hui, c'est là pour voir un impact réel sur l'emploi. Vous avez tout à fait raison. Je disais tantôt que la comptabilisation des emplois créés ne prend même pas en compte les emplois qui sont créés avec ce dispositif innovant. Les 40 000 emplois pour le FONGIP. Et c'est de la même manière pour le FONSIS également, puisque, comme vous le savez, le FONSIS, dans ces 5 ans, je pense que le DG il viendra. Il passera ici, il passera, mais a pu démontrer quand même la fiabilité et la pertinence de ce dispositif, qui n'est pas un dispositif, qui est un dispositif innovant en Afrique de l'Ouest, c'est vrai, mais qui est un dispositif... Innovant au Sénégal, en tout cas. Innovant au Sénégal, même en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est en train de réfléchir pour mettre en place avec un mécanisme pareil, avec un fonds de garantie. Nous les accompagnons. En Afrique de l'Ouest, il n'y avait que le Burkina Faso et le Mali qui avaient un peu démarré, mais ce n'est pas avec les mêmes échelles. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes leaders au niveau de la sous-région, mais c'est un dispositif qui existe et qui a pu faire ses preuves ailleurs au Maroc. Ce dispositif peut aller jusqu'à évoluer vers un dispositif sous-régional. Oui, en réalité, c'est l'objectif, en réalité,
je disais tantôt que les raisons pour lesquelles qui a amené le président de la République à apporter une solution à cette question de financement des PME. Mais en réalité, c'est une directive de l'UEMOA de 2003. 2003, il y avait une directive de l'UEMOA qui disait à tous les États membres de mettre en place en leur sein des structures publiques de garantie qui permettent d'accompagner le financement des PME. Et les États ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, vous l'avez fait, vous êtes pionnier. Est-ce que ces gens la remboursent? Ah oui, j'ai l'habitude de dire que s'il n'y a pas de défaut, le FONGIP n'a pas... Le défaut, c'est quoi? C'est un langage un peu... Le défaut, c'est un peu comme vous avez dit, un porteur qui ne rembourse pas ses échéances Vous en faites quoi dans ce cas? De prêt. Je disais que s'il n'y a pas de défaut, le FONGIP n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être de fonds de garantie. Par contre, le fonds de garantie des investissements prioritaires a, depuis le début, opté pour un modèle de partage des risques avec les banques. Je le disais tantôt, nous prenons en charge 70% de la perte finale et les banques ne prennent en charge 30% de la perte. Donc, ce qui augmente la responsabilité de l'analyse et de la cotation au niveau des banques. Donc, aujourd'hui, le FONGIP a un taux de défaut de 11%. Très faible, très faible, mais ce taux est à comparer, vous l'avez dit, avec le taux moyen dans les banques pour les PME, qui est aux alentours de 30%. Ce taux est à comparer également au taux de défaut observé dans un autre pays, au Maroc, la Caisse centrale de garantie du Maroc qui existe depuis 1949 et qui a un taux moyen de défaut autour de 20%. Ce taux également, c'est à comparer avec le taux de défaut des autres structures qui existent oui, et qui ont des taux de défaut de plus de 70%. Il y en a beaucoup. Et pour vous, ça fait quoi? Plus de crédibilité vis-à-vis de ces banques et créanciers? Mais cela montre que notre modèle est un modèle périn, est un modèle adapté et que c'est un modèle durable. D'accord. Parce qu'il s'agit pour nous de nous installer définitivement, en tout cas de façon durable, dans l'écosystème de financement de notre économie. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le conseil d'administration dès 2016 à nous demander, à nous instruire de démarrer les études pour la transformation institutionnelle du FONGIP en une société anonyme en demandant l'agrément de la BCEAO pour justement avoir cet effet levier et cet effet de nous installer dans l'écosystème de financement, surtout avec les nouvelles réformes, BAL 2, BAL 3, et les réformes également de la BCEAO concernant les normes, en tout cas les conditions de financement de ces petites et moyennes entreprises. Donc on parle de la potentielle fusion de tous ces mécanismes en FONGIP, BNDE, FONSIS et tout ça. Pour vous, cela peut être une panacée? Oui, d'abord, je disais que c'est une question souvent qui revient, mais je pense que c'est une mauvaise solution à une problématique réelle. Qu'est-ce qu'il s'agit? Je le disais tantôt, de quoi il s'agit? La question du financement des petites et moyennes entreprises est d'abord une question de gestion des risques. Il faut d'abord structurer les différentes catégories de risques et ensuite adresser chaque catégorie de risque à un métier. Il faut une étude approfondie, une planification poussée. Il y a des risques, on l'a dit tantôt, les faibles qualités des dirigeants, les dossiers, la structuration des dossiers qui est faible, la qualité de l'information financière, le manque de garantie, le taux de sinistralité élevé pour les banques, les réformes qu'on doit faire au niveau des PME et au niveau du système de financement.
Tous ces éléments constituent les éléments de risque liés au non-financement des établissements des PME. Donc il faut d'abord structurer. Le moment n'est pas favorable. Non, ce n'est pas une question de moment. C'est d'abord structurer le risque PME et adresser chaque risque à un métier. Donc le métier de garantie est un métier qui prend en charge un risque identifié et un risque qui est là depuis longtemps. Le métier du FONSIS est un métier de capital risque qui est identifié parce qu'on a dit que la faible qualité des fonds propres de PME est un facteur bloquant pour le financement. Donc, ces instruments sont les métiers. C'est une question de métier. Ces métiers sont fondamentaux. Donc, quand on parle de fusion, il faut donc fusionner tous ces métiers. Est-ce qu'on est capable de fusionner dans une structure tous ces métiers? Tant que ces métiers sont couverts, nous pouvons prendre en charge totalement cette question. On est rattrapé par le temps. Hein. Juste une toute dernière question, mais vraiment, en une minute, vous représentez le chef de l'État au sein de l'AGEROUTE, la cadence d'inauguration des infrastructures, on le voit, est très important ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en une minute? D'abord, en une minute, cela montre que le président a bien travaillé. Je suis d'autant plus heureux que, comme vous le savez, l'AGEROUTE hier en disant 19 projets en 2 ans. Oui, j'avais eu le privilège de coordonner le pôle des grands projets de la présidence de la République en 2012 et 2013. Nous avions identifié 20 grands projets et parmi ces 20 grands projets, 19 sont déjà réalisés. Donc c'est une performance inédite, un pragmatisme économique. D'ailleurs, ce pragmatisme économique dont vous parlez tantôt, c'est ça qui a conduit aujourd'hui au président de la République de mettre en place la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Je disais tantôt que... Ce n'est pas en concurrence, c'est dans la continuité de oui, ce que vous faites. Oui, voilà, c'est une complémentarité. Oui. Puisque les porteurs de projets qui ne peuvent pas accéder au système de financement classique bancaire, même avec le FONGIP et avec le FONSIS, peuvent désormais avoir un levier public de financement. Toutes les catégories sont servies. Donc, quand le président de la République dit un Sénégal de tous et pour tous, nous pouvons le croire. Ce n'est pas un slogan vide de sens. Ce n'est pas un slogan vide de sens. Parce que dans tous les domaines, le président démontre assez sur son pragmatisme économique et sa façon de gérer totalement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du FONGIP. Vous étiez venu nous faire le bilan de 5 ans d'activité à la fin donc, de la première phase du plan Sénégal émergent. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain.